Très bien, bonjour à tous. Donc on se retrouve au niveau de la faculté des sciences de l'éducation relevant de l'université Mohamed V dans le cadre des conférences débats organisées pour les étudiants en médecine et pour le grand public afin d'éclairer la lanterne de nos citoyens sur cette pandémie Covid-19. Comme vous le savez, depuis le 2 mars, date de la déclaration du premier cas au Maroc, cela fait maintenant 45 jours que le personnel de soins et les citoyens connaissent de mieux en mieux cette pathologie. Et pour avancer, donc après avoir traité les aspects diagnostiques et thérapeutiques et parlé des aspects particuliers, notamment des modalités de prise en charge des malades au niveau de l'hôpital lors des 2 premières conférences, nous aborderons donc cette 3e conférence. Et pour cela, nous avons invité pour cette première partie, à ma gauche, monsieur le professeur Hicham Hermouche, qui est spécialiste en médecine interne, qui est engagé dans la prise en charge hospitalière des malades Covid-19 et qui est le secrétaire général de la Société marocaine de médecine interne. À ma droite, madame le professeur Majdoline Obtal, qui est épidémiologiste, qui a une expertise avec l'Organisation mondiale de la santé et qui relève du département de santé publique et d'épidémiologie au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Eh bien, professeur Hermouche, que pouvez-vous nous dire à la date d'aujourd'hui, après ces 45 jours d'existence du Covid au niveau de notre pays, ce que vous avez appris, ce que nous avons tous appris, et quelles sont les projections dans le temps? Professeur Hermouche. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de cette thématique sur cette pandémie Covid-19. Et comme vous le savez, vous l'avez très bien dit, à partir du premier cas marocain et également à partir de mars déjà 2020, donc on parle de pandémie, l'OMS avait décrété que c'était une pandémie. C'est vrai que beaucoup de temps est passé entre le moment où on ne savait pas très bien comment ce virus évoluait, comment est-ce qu'il se transmettait parfaitement. Et donc avec le temps, nous avons mieux cerné ce virus, mieux compris comment il agissait, mieux compris également les manifestations cliniques, et nous avons également mieux appris quant à son diagnostic positif et quant à sa prise en charge actuelle, où vous avez remarqué que la mortalité est en train de baisser par rapport à ce qui était annoncé initialement. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que le Covid-19 appartient à une famille de virus qui existait déjà auparavant, qu'on appelle les coronavirus. Et on les appelle coronavirus parce qu'ils ont une forme de couronne. Et au départ, donc, on ne savait pas est-ce que c'était une nouvelle forme, ou alors est-ce qu'ils ressemblaient aux anciens. Et donc, cette dénomination de Covid-19 est une nouvelle dénomination au sein des coronavirus, parce que les premiers qui avaient fait une épidémie, c'était le SARS en 2003, puis il y a le MERS-CoV déjà en 2012. Une notion qui est importante également, qu'on a apprise avec le temps, c'est cette notion de contagiosité de ce virus. Parce qu'au départ, pendant très longtemps, beaucoup de la population générale, on disait que c'est un virus qui ressemblait un peu à la grippe. Et il y a une notion importante qui s'appelle sur le plan épidémiologique, c'est le R0. Le R0, c'est un patient Covid-19, combien est-ce qu'il peut contaminer de patients. Et pour le Covid-19, c'est aux alentours de 3, alors que pour la grippe, c'est 1,2. Déjà sur le plan épidémiologique, c'est quelque chose qui est différent. Certes que sur le plan clinique, les symptômes se ressemblent un peu, puisque vous avez à côté des signes systémiques, des signes de douleurs pharyngées, de fièvre, et il y a des signes respiratoires, c'est ce qui fait un peu la particularité. Ces signes respiratoires qui peuvent être importants, heureusement que dans la majorité des cas, c'est des symptômes qui vont être assez bénins et qui vont disparaître, mais les formes graves vont se manifester par une atteinte respiratoire sévère, et c'est ces formes respiratoires qui conduisent les patients au niveau de la réanimation. L'autre chose également que l'on a apprise et qui différencie un peu le Covid-19 par rapport aux autres épidémies et aux autres coronavirus, c'est qu'il y a de nouveaux symptômes, de nouvelles présentations cliniques qu'on n'avait pas très bien décrites dans les cohortes chinoises, qu'on a très bien vues dans les cohortes européennes et qu'on retrouve également dans la population marocaine, dans les séries marocaines, où on a des signes tels que l'agueusie, la perte du goût, l'anosmie, la perte de l'odorat, qui font partie des signes neurologiques de cette maladie. L'autre chose également, c'est sur le plan, nous qui nous occupons de ces patients, dans la prise en charge, où c'est vrai que beaucoup de patients peuvent avoir des symptômes
Et quand on fait des examens biologiques qu'on n'arrive pas à décrire, ben l'imagerie notamment l'imagerie thoracique, nous permet, il existe des signes assez caractéristiques, assez évocateurs de ce Covid-19, notamment au niveau du scanner. Alors sur le plan, on a appris également à mieux diagnostiquer ce virus. Au-delà de la clinique, quand on a une forte suspicion clinique, il y a les signes biologiques, donc ou non spécifiques, tels qu'une baisse des lymphocytes, une augmentation des LDH, mais on a également des paramètres qui peuvent signer la gravité de la maladie, qui sont la ferritine, qui sont les LDH, qui sont les D-dimères. Voilà, très rapidement, on peut classer les patients et on a des paramètres qui nous permettent de dire que ce patient est en train d'évoluer vers une forme plus sévère. L'autre chose également, c'est, et une des questions qui se posaient pendant très longtemps, c'est comment pose-t-on le diagnostic de certitude de cette maladie. Et c'est vrai que la meilleure technique, et qui continue à être utilisée au Maroc, c'est ce qu'on appelle la RT-PCR. Or, la problématique de la RT-PCR, c'est qu'elle n'est pas toujours positive, parce qu'on a de faux négatifs. Et donc, c'est vrai que tout dépend du site où on fait le prélèvement, la positivité dépend du site du prélèvement. Et la problématique qui est posée, c'est quand vous avez des patients qui ont une très forte suspicion clinique, avec une RT-PCR négative. Donc voilà, on va céder d'autres arguments qui vont nous permettre de poser le diagnostic. Au Maroc, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons pris, les autorités, le ministère de la Santé publique, a pris le choix donc, de traiter tous nos patients. Tous nos patients, quand ils sont diagnostiqués positifs, qu'ils soient très symptomatiques ou non, par de la chloroquine et par de l'azithromycine, qui est un antibiotique. Et pour des formes plus sévères, il y a d'autres protocoles thérapeutiques. Et l'autre message également qu'il faudrait passer, c'est que en effet, le confinement, donc on a vu aujourd'hui, les chiffres d'hier que l'on a vus, on est aux alentours de 2560 cas confirmés positifs, et on voit que l'un des messages importants qu'il faut passer, c'est ce R0 dont je vous ai parlé au début sur le plan épidémiologique. La meilleure façon actuellement de le faire baisser, c'est que les gens restent confinés, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement confiner les gens pour permettre de casser en fin de compte cette transmission de ce virus. Et à partir de cela, donc idéalement, c'est d'arriver à un R0 inférieur à 1. Et quand on est inférieur à 1, en général, la contagiosité diminue et on pourrait éventuellement voir ce qu'on pourrait prévoir par la suite. Alors il y a beaucoup d'interrogations. C'est vrai qu'on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas tout. Et il y a plusieurs interrogations qui émanent de l'ensemble des spécialistes au niveau national et international. C'est le devenir de ce virus dans le temps. Donc il y a des choses, il y a plusieurs hypothèses, donc je n'ai pas le temps de détailler tout cela, mais il y a plusieurs hypothèses, sur des hypothèses optimistes, des hypothèses moins optimistes. Mais quand on voit en fin de compte l'histoire des épidémies et des pandémies en général, ce qui est certain, c'est que cette pandémie va passer. Ça, c'est une certitude. La question qui restera en suspens, c'est après combien de temps. Tout ce qu'on espère, c'est que ça soit le plus court possible. Alors, le dernier message, et je vais terminer sur cela, c'est les moyens de prévention. Et je pense que au Maroc, avec le temps, probablement, on nous citera comme modèle, parce que très rapidement, et quand on voit ce qui se passe dans plusieurs autres pays, même très développés sur le plan sanitaire, le Maroc très rapidement a réagi en proposant un confinement, une fermeture des frontières entièrement, et puis des mesures de prévention c'est pas suffisant. Il faut insister sur ce qu'on appelle les barrières, c'est-à-dire la distanciation qu'il faut obligatoirement respecter au-delà de 1 mètre, le port de masque que nous devons tous porter pour éviter la contagiosité. En fin de compte, je te protège, le fait que tout le monde porte un masque, je protège la personne qui est en face de moi et elle me protège en portant un masque. Et puis bien sûr, je répète encore une fois, le lavage des mains en permanence, au-delà des solutions hydroalcooliques, l'essentiel, un des messages importants, c'est se laver les mains avec du savon. Chaque fois que vous pouvez, c'est mieux que
que les solutions hydroalcooliques. Les solutions hydroalcooliques doivent être gardées uniquement quand on ne peut pas se laver les mains. Voilà, donc c'est les principaux messages que je voulais passer sur sur ce que l'on sait actuellement. Et bien sûr, on pourra en discuter, en débattre pour donner de plus amples éclaircissements. Merci, professeur Hermouche. Donc, on a bien compris qu'on est dans le cadre des maladies émergentes et donc les projections dans le temps ne vont pas s'écarter de toutes les maladies émergentes qu'a connues l'humanité auparavant. Peut-être 2 ou 3 petites questions pour éclaircir encore la lanterne de nos étudiants et de nos concitoyens. La première qui revient très souvent maintenant à l'esprit, au Maroc, sur quel argument on peut dire un malade est guéri du Covid-19? Ouais, c'est une très très bonne question et heureusement, vous avez vu, chaque jour, il y a eu des annonces sur les taux de guérison. On se disait au début, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de guérison? Au fait, la question ou la réponse est assez simple. C'est qu'au Maroc, quand un patient est diagnostiqué Covid-19 positif, il prend un traitement de 10 jours. Donc 10 jours de chloroquine, d'hydroxychloroquine, 5 à 7 jours d'azithromycine. Et à J9, donc au 9e jour, et au 10e jour, on refait un deuxième prélèvement à J9, un 3e prélèvement à J10. C'est par technique de PCR. Et il faudrait qu'on ait les 2 PCR de guérison négative avant de déclarer qu'un patient est positif. Donc en fin de compte, quand un patient est admis en hospitalier quand il a un Covid-19, il faut attendre au moins 11 jours, donc 10e jour plus 1 jour pour avoir les résultats, au moins 11 jours pour déclarer la guérison. Alors voilà, c'est les critères marocains. Il y aura des nouveautés puisque incessamment, il y aura ce qu'on appelle les tests sérologiques qui vont être disponibles et qui sont déjà disponibles actuellement. Et la positivité de ces sérologies Covid-19, la présence d'IgG nous permettra également, bien sûr, le passage des IgM vers les IgG nous permettra sur un argument en plus pour poser le diagnostic de guérison d'un patient Covid-19. Et pour continuer dans ce sens, vous traitez un malade à l'hôpital, au 10e jour, il est sous traitement. Et la RT-PCR reste positive. Vous faites quoi alors? Je vous remercie de me poser cette question, puisque c'est vrai que ça pose de réels problèmes, puisque je pense que nous tous, et nous sommes tous citoyens marocains, et nous, les professionnels de santé, c'est un problème de santé publique, et notre hantise, c'est d'éviter la contagiosité et donc d'éviter la transmission de cette maladie à notre population. Donc un patient qui reste PCR positif, ce patient reste hospitalisé. Donc on ne le lâche pas dans la nature, même si le traitement est terminé. On lui refera d'autres RT-PCR, donc en général vers le 14e jour, et il ne quittera l'hôpital que lorsque sa PCR sera négative. Alors, peut-être deux dernières petites questions, assez rapides. Quelqu'un qui a un test RT-PCR négatif, est-ce que ça permet d'éliminer définitivement le diagnostic de Covid-19? Oui, je vous remercie également de me poser cette question, puisque cela se voit également chez des patients qui viennent pour des symptômes banaux, des symptômes de fièvre, des symptômes de pharyngite, des symptômes de douleurs musculaires. On évoque chez eux le Covid-19 parce qu'ils ont eu un contagion ou parce qu'il y a un contexte épidémiologique particulier. On les hospitalise, on fait une PCR, elle revient négative et ils nous disent pourquoi vous nous gardez à l'hôpital puisque c'est négatif. Ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous avez une forte suspicion clinique et que la PCR, on le sait, n'est pas toujours positive, ça dépend du site. Au meilleur des cas, quand vous faites un prélèvement directement au niveau du lavage broncho-alvéolaire, c'est 92%, mais en général, c'est 70%. Donc, il y aura 30% des patients qui vont échapper. Et l'autre message également, c'est que vous avez une période d'incubation. Donc, si vous faites une PCR trop tôt, elle va être négative. Donc, quand on a une très forte suspicion clinique, on va céder d'autres arguments, notamment la radiologie, notamment les critères épidémiologiques. Et lorsque nous avons suffisamment de critères, c'est des patients qu'on peut considérer positifs, que l'on traite
et qu'on garde à l'hôpital également le temps du traitement, c'est-à-dire 10 jours de traitement. Merci professeur Hermouche. Donc cela démontre encore plus que ce qui est valable à l'échelon communautaire et épidémiologique ne l'est pas valable à l'échelon individuel. Et donc c'est le médecin, un médecin comme vous, donc, qui prend en charge ce genre de pathologie. C'est à lui que revient en fin de compte les décisions de retenir ou de ne pas retenir le diagnostic. Merci beaucoup, ça me permet d'enchaîner avec l'épidémiologie. Comme vous le savez, vous êtes quelqu'un qui est aussi versé sur les maladies infectieuses et sur l'épidémiologie. Les nouvelles maladies émergentes, on en fait le diagnostic comment? Parce que les épidémiologistes constatent un phénomène nouveau quelque part. En 81, le VIH-Sida, c'était comme ça. L'hépatite C, c'était comme ça. Le MERS, c'était comme ça. Et donc voilà. Donc le Covid-19, c'était comme ça. Donc je pense que la surveillance épidémiologique est l'un des aspects les plus importants qui permet à l'être humain, évidemment, d'être avant-gardiste. Donc c'est pour cela que je me tourne maintenant vers ma collègue professeur Majdouline Outal, qui, comme je l'ai dit, par rapport à notre faculté, fait plusieurs allers-retours dans le cadre de missions de l'OMS, notamment pour la région MENA. Et je voudrais qu'il nous dise un petit peu, qu'il nous retrace, malgré le temps qui est assez court, en 5 à 10 minutes, quelles sont les principales recommandations qu'on peut aujourd'hui retenir par rapport à l'OMS. L'OMS qui fait parler d'elle beaucoup ces derniers temps, mais on voudrait bien savoir, on est bien fiers d'avoir un vice-président marocain au niveau de l'OMS, et donc on voudrait bien donc connaître un peu quelles sont les principales recommandations de l'OMS en matière de cette pandémie Covid-19. Professeur Majdouline Outal. Je vous remercie, monsieur le doyen. Je remercie mon collègue professeur Hermouche pour son intervention. Effectivement, je vais parler en tant qu'épidémiologiste, en tant que spécialiste en santé publique et en tant que consultante, experte auprès de l'OMS concernant les maladies émergentes et réémergentes. Il faudrait savoir que durant les 50 missions que j'ai faites à travers bien sûr la collaboration ministère de la Santé et université avec l'OMS, toutes les missions, que ce soit des meetings ou conférences, ils parlaient du renforcement de systèmes de surveillance pour la détection précoce des pathogènes, des nouveaux germes pathogènes. Donc toujours, vous le savez bien, on appartient à la région EMRO, donc la Méditerranée orientale de l'OMS, et tous les pays, les 22 pays, étaient invités pour renforcer leur système. Vous savez très bien que juste au cours de ces 2 dernières décennies, on a vu le SARS en 2003-2004, il a été suivi par la pandémie H1N1 en 2009, il a été suivi par le MERS-CoV ou le Middle East Mediterranean Respiratory Syndrome, qui a été identifié en 2012, et puis il a été suivi par le Ebola en 2014, puis par la suite le Zika virus en 2016, puis après c'était l'Ebola encore en 2018, et on s'interrogeait qu'est-ce qui peut arriver en 2019. C'était toujours cette question. Il faut renforcer nos systèmes de surveillance et bien évidemment renforcer notre système de santé. Parce qu'une fois qu'on détecte une épidémie, il faut qu'on l'oriente vers les systèmes de soins. Donc il faudrait renforcer nos systèmes de soins de la même occasion. Donc notre système a été toujours mis à l'épreuve et il continue à l'être. Donc déjà, les périodes entre les différentes épidémies, voire pandémies, ils sont de plus en plus restreintes. Donc ça, c'est un message qu'on devrait, et l'OMS, il en parle toujours, et c'est un message encore fait pour les différents pays. Et le Maroc, il a fait un effort considérable. J'ai travaillé avec des comités pour le MERS-CoV et l'Ebola, j'ai eu cette opportunité et j'ai vu qu'il y avait de la progression, il y avait la mise en place d'un système de veille et ça continue, les efforts, ils continuent dans ce sens. Donc, les recommandations de l'OMS sont les recommandations qu'elle fait dans sa stratégie globale. C'est toujours détecter précocement, la surveillance épidémiologique en temps réel, l'identification et l'investigation de ces épidémies, puis la riposte, la prévention, protéger la population et puis améliorer la coordination, améliorer la communication surtout
sur le risque, parce qu'on voit bien que la perception du risque chez la population, elle s'amplifie quand on regarde le nombre de cas et le nombre de décès. Donc là, c'était toute la stratégie qui n'a jamais changé, qu'il était toujours là. Donc la stratégie, il faut renforcer ces axes-là. Il y a un axe très très important où notre université, notre faculté pourrait s'inscrire, c'est la recherche. Parce que comme vous le voyez bien, on est dans le cadre de cette pandémie et on apprend. Chaque jour, il y a des nouveautés, des choses qui étaient apparentes maintenant, ils sont plus clairs et on continue à faire cette recherche. Donc c'est un axe qui est transversal par rapport à ces axes-là. Bien sûr, les mesures de prévention, donc ça a été dit par mon collègue professeur Hermouche, très très bien. Donc c'est les mesures individuelles, c'est les distances sociales, je ne vais pas les reciter, le confinement, et puis il y a les mesures de restriction de mouvement à la fois national et international. On a maintenant les restrictions intervilles, on a les restrictions par secteur au niveau de la même ville. Donc ça, c'est pour casser cette chaîne justement de transmission du virus. Et puis il y a des mesures de prévention un peu plus importantes, c'est les personnes vulnérables, c'est les femmes enceintes, c'est les personnes atteintes de maladies et de comorbidités, tels le diabète, les cancers, les gens qui vont être opérés. Donc il faut assurer une continuité des soins pour ces gens-là et bien évidemment protéger notre professionnel de soins qui est en tête et en première ligne, et la sécurité, les autorités qui veillent sur la sécurité des pays. Voilà, donc c'est... Merci beaucoup, professeur Majdouni Nobtal. On a encore 3 ou 4 minutes avec vous. Avant peut-être de vous poser une dernière petite question, on est à quelques jours du mois de Ramadan. J'aimerais bien, puisque vous adressez au grand public, de nous dire Covid et Ramadan. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens? Oui, c'est une question très très pertinente et je pense que ça serait bien qu'on dise un mot sur les peu de jours qui restent pour le mois de Ramadan, qu'on connaissons tous que c'est un mois qui est très sacré. Et je vois bien que la population est un peu frustrée pour ne pas faire les prières dans les mosquées. Donc c'est bien de faire un point. Donc l'OMS a fait sortir un guide le 15 avril, justement sur quelques recommandations pour la population musulmane, spécifiquement pour le mois de Ramadan. Donc le Ramadan, c'est quoi? C'est les prières. Donc c'est la prière. Donc maintenant, avec les recommandations des experts, et ça a été bien dit, le confinement va continuer. Donc les gens, ils continueront à faire leurs prières chez eux. C'est bien pour leur sécurité et la sécurité de la population. Rien ne leur empêche de faire leurs prières comme ils le souhaitent ou leur esprit religieux l'engage. Et il y a aussi le jeûne. Donc le jeûne, il n'y a aucune documentation qui a été faite dans ce sens pour dire que le jeûne pourrait impacter ou diminuer l'immunité pour être infecté par le Covid. Au contraire, il y a des études qui ont été faites avant l'épidémie du coronavirus 19 et qui parlent que ça augmente l'immunité, que ça fait régénérer le système immunitaire. Donc ça renforce en fait notre immunité pour justement ne pas être dans le rang des personnes susceptibles d'avoir cette infection. Donc l'alimentation, donc il y a le ftour, donc il faut vraiment avoir une alimentation qui soit équilibrée. Donc il faut boire beaucoup d'eau, il faut bien s'hydrater et toujours il faut garder cette distance même au sein de la maison. Donc il n'y aura pas ces visites entre les familles, bien évidemment pour la sécurité encore une fois de la population et des individus. Il y a aussi une question très très importante, c'est les gens qui veulent faire des actions, des œuvres de charité. Donc là, il y a des gens qui font des paquets, des sachets où il y a des aliments pour aider les personnes démunies. Donc dans ce sens, l'OMS il recommande de faire un double emballage avec des éléments bien plastifiés pour que les gens qui reçoivent ça, ils puissent désinfecter les éléments. Ou bien évidemment, il recommande de fournir et de déléguer aux institutions, aux associations qui ont tout un système bien rodé pour justement aider les plus démunis dans un cadre où il y ait vraiment un cadre qui soit protégé, sécurisé.
Donc on ne peut pas prendre parce que je veux faire une œuvre de charité, sortir et donner les sacs comme ça et ça peut propager le virus. Ça c'est très très important. Et puis bien évidemment il y a les gens, bien sûr, le côté mental. Je laisserai le soin à ma collègue qui passera après moi, qui est les spécialistes en santé mentale pour parler de ce stress qui doit être un peu réduit. Et il faut réduire le stress, il faut diminuer de cette perception du risque qui ne fait qu'amplifier notre angoisse et fait quand même diminuer notre système immunitaire. Donc, mon message un peu concernant le mois de Ramadan, c'est qu'on sait bien qu'en n'ayant pas toutes les variables en connaissance et maîtrisées, il faut tout planifier. Donc, il ne faut pas laisser la marge d'erreur, comme ça a été dit auparavant par mon collègue. Donc, il faut vraiment être prudent et vraiment continuer dans la même logique parce qu'on est dans la bonne voie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup au professeur Majdeline Optal pour ces éclaircissements, notamment concernant les recommandations de l'OMS. Je pense que pour notre pays, ces recommandations ont été mises en place parfois même bien avant, puisque le Maroc est un pays avant-gardiste dans le domaine. Et j'espère que le Maroc continuera à être un très bon élève de l'OMS. Nous espérons beaucoup de quiétude pour le mois de Ramadan. Je pense que notre collègue psychiatre, on va en parler dans un petit moment. Donc, nous allons dans un petit moment parler de la deuxième partie de notre conférence débat. À tout de suite.